ونتكلم يا البرادة بينا، وتكلم يا البراد اللي قاموش بنات وماما هبيلة وقالت لك البنات، وتكلم يا البرادة بينا، وتكلم يا البراد. Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous.
dans tous ses états, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. Les couleurs, les parfums des fleurs, entre ciel et mer se trouve une merveille appelée le Maroc.
تحية لخويا برونو وحمين وناس ولاد محمد، وما نساوش اللي ما ينسانا. شحال من واحد حبلو ما يسهل حبال، شحال من واحد قدمو تا يبقى في الحال، شحال من واحد حبلو ما يسهل حبال، شحال من واحد قدمو تا يبقى في الحال. راه العديان كاينين هما ليه الكون يا ولدي ولدي ولدي. شمن تحية لناس كاسا وكاسا. زيت عيني للطيور وبالي تعجب الغراب، زيت عيني للطيور وبالي تعجب الغراب. طيري مشيت حمامة طاحت مرمت في التراب اشهد العذاب. وما نساوش الحباب الزينين الخاوة الاصل طيب. تحية لخويا صالح والشافر وعرمي صيك صيك. ودير الخير في الرجال وبقات رشاح، دير الخير في الرجال وبقات رشاح. لا ديرو باش ما يتندم عليه، وسهل كتار سهل كتار سهل كتار وما عندي صار. حبيب حبيب تغدار كي دوبي قلبي وما قلتها. تحية لخويا دريس في فترة الصوف مول القصيف، وتحية للجمعة ساعة ولاد محمد وجميع اللي يحبونا وسالوا علينا. وتحية كبيرة مع خوكم سعيد مصابي. يا ويل يا ويل يا ويل. دنيا عطت للرجالة ومشاو لي كانوا رجالات، طاروني ومشي حوالي راهم يسهلوا الضحايا ويلي مذواني. راني عبدك تاع الموتى يا البراني، راني عبدك تاع الموتى يا البراني. وعار الشارع للشار لي نعس نصيك خبار، عار الشارع للشار لي نعس نصيك خبار. والتابي انتي الخطار لكن المتقاطعة المسمار ودي ودي. يا ولاد محمد ولاد محمد. وما نساوش ناس الدارة وناس المغرب المغرب الصيك الصيك. ودي تحية كبيرة لجميع الأحباب اللي يحبوني وسالوا عليا. ومرحبا بكم اليوم مع شعيب نصابي، وكل عام وانتم بخير وشكرا. Où naviguent les ondes libres? RQC 95 FM. Le seul compromis, la bonne musique. Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous.
المسيرة سمير يوسف حليمة هيا فؤاد بالرقيقة هيا شعيب الحلاق ويوسف حوتي. Deux opinions qui entre elles n'ont rien à voir, peuvent être complètement contradictoires. Ainsi, j'avais ces deux opinions. Première opinion, depuis que j'ai arrêté de fumer, je suis pour une forte augmentation du prix des cigarettes.
Deuxième opinion, je suis également pour une forte augmentation des retraites, mais uniquement dans le futur. Eh bien, curieusement, ces deux opinions sont complètement incompatibles, c'est l'une ou l'autre. En effet, une hausse du prix du tabac provoque à tous les coups une diminution de la consommation de cigarettes. Donc, à terme, et ce qui est positif, une augmentation de l'espérance de vie, mais là, à plus long terme, et ce qui est beaucoup moins positif, une aggravation du déficit des caisses de retraite. Alors que pour pouvoir payer les retraites du futur, c'est-à-dire nos retraites à nous, il faudrait aujourd'hui fumer plus. Ce qui donnerait à l'industrie du tabac un nouveau souffle. Tout d'abord, il faut remplacer sur les paquets de cigarettes ce stupide, dévalorisant et impudique « fumer peut provoquer l'impuissance » par un message positif. Par exemple, fumer peut devenir un excellent moyen de contraception. Quant à ce fameux « fumer-tu », il pourrait au moins être poli et remplacer « fumez-tu » par « fumez-vous ». Car aujourd'hui, c'est la parano totale. Tout juste, on ne marque pas sur les boîtes d'allumettes. Ces allumettes peuvent provoquer des incendies de forêt au Portugal. Il faut également revaloriser l'image du fumeur. Ainsi, je constate qu'André Malraux, Albert Camus, Jean-Paul Sartre et Georges Pompidou étaient tous les quatre, malgré leurs petites divergences, de gros fumeurs très intelligents. En revanche, je connais personnellement un tas d'abrutis qui ne fument pas. Et dans la cigarette, ça reste un mystère. On ne sait pas si c'est le goudron, la nicotine ou le papier qui embellit le visage du fumeur. En effet, Humphrey Bogart, Steve McQueen, John Wayne, Robert Mitchum et Serge Gainsbourg n'auraient sans doute jamais eu auprès des femmes le succès qu'on leur connaît si, au lieu d'être associés à la cigarette, leur image l'avait été à la verveine. Et j'oubliais Jacques Brel, qui fumait surtout du belge. Et Bob Marley, fumeur herbivore. Quant à la pipe, elle donne une image sympathique. Je pense à Georges Brassens, au commissaire Maigret, à José Bové, mais aussi à Bill Clinton. En ce qui concerne les femmes, la dépendance au tabac est un signe de liberté. La preuve, les épouses de talibans ne fument pas. Ou alors en cachette. Or, finalement, j'ai changé d'opinion, car si je suis toujours pour une forte augmentation des retraites, mais uniquement dans le futur, je suis maintenant pour une baisse immédiate et forte du prix des cigarettes, à condition, évidemment, d'informer sur les dangers de la retraite. La retraite, c'est très dangereux. Les chiffres sont là. Le taux de mortalité est beaucoup plus élevé chez les retraités que chez les actifs. De la retraite, personne n'en sort vivant. Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. 5, 4, 3,
start the party. وديت عليك العيب ويا الخين كنتو وديت عليك العيب ويا الخين كنتو والبارح كنتي حبيبة واليوم صبحتي عدو ما بغيتي تحشم وجهك هذا كله مسلفو وما الزين بالي هزين وما لقى مسكين يعينو ما الزين بالي هزين وما لقى مسكين يعينو وما الزين بالي هزين وما لقى مسكين يعينو والشي زيان يجينو عجبو وجهو في الماء وين مقوانيو أما الزين بالي هزين وما لقى مسكين يعينو والشي زيان يجينو عجبو وجهو في المرايا وين مقوانيو قلتي معانا بلا فهامة قاني نعرفك يا حمامة بغيتي تمشي بسلامة قلتي معانا بلا فهامة راني نعرفك يا حمامة وماشي براني عليك ولا باغا الحلال نجي لداركم ولا باغا الحلال نجي لداركم ولا باغا عالمال قوليلي شحال ولا باغا الحلال نجي لداركم ولا باغا عالمال قوليلي شحال وهم قواني يا مقواني والولي سيدي بارك قاعد حملي رهبالك الولي سيدي بارك وطلب صاحي نمشي للغابة وطلب صاحي نمشي للغابة ومن الغابة ضيقوه الصيادة ومن الغابة ضيقوه الصيادة الكاحل صيدة والعدار ويني بنت شهبة ما تجي عادمية يا ودي ودي. Attention sur voie 9, le train va partir, veuillez monter en voiture et ne pas gêner la fermeture des portes sur voie 9, attention au départ. Simon vous souhaite la bienvenue à bord de son train. RQC. Attendu comme le Messie, accueilli telle une célébrité, le moine Viratu entre en scène. Ce soir, ils sont des centaines à se prosterner à ses pieds.
Dans ce village du nord du pays, le peuple des campagnes vient écouter la parole du maître. Vous connaissez le mouvement 969 ? Qu'est-ce que ce groupe protège ? C'est un groupe qui protège la race et la religion. Le mouvement 969, le bouddhisme au service de la xénophobie, dirigé par Uviratou, prédicateur vedette. Ce moine a fait de la haine des musulmans son fonds de commerce. Il y a des jeunes femmes birmanes qui ont des problèmes avec les musulmans. C'est pas vrai ? Notre mission est de protéger ces femmes qui se sont fait abuser puis abandonner par ces métèques. Comme celles qui se sont fait violer. Le moine Uviratou milite en faveur d'une loi contre les unions entre bouddhistes et musulmans. Son mouvement est soutenu par le régime. Le gouvernement joue sur la peur de l'étranger pour se maintenir au pouvoir. Connaissez-vous cette loi qui nous protège ? Même les enfants du premier rang la connaissent, n'est-ce pas ? Cette loi est vitale, vous savez. Vous ne pensez pas que le gouvernement doit l'instaurer ? Le gouvernement doit en faire une priorité. On va chanter maintenant. La loi qui protège la race et la religion est indispensable. Supportons la loi qui protège la race et la religion. Le moine Viratou est devenu un symbole. Le visage de la haine. Ses discours l'ont fait connaître bien au-delà des frontières du pays. Mon père, est-ce vrai qu'on vous surnomme le Ben Laden birman ? Ce sont les journalistes qui m'appellent comme ça. Mais sur Internet, vous verrez qu'on m'a donné aussi d'autres surnoms. On m'appelle parfois le néo-nazi, le nazi chauve, et même le Ben Laden birman, c'est vrai. Mais vous savez, je me suis déjà exprimé là-dessus dans les journaux. Aux yeux de nombreux Birmans, ce prédicateur raciste est le premier défenseur de la religion, le meilleur garant de l'identité nationale. Il est à la tête d'une organisation devenue en quelques années une véritable force politique. Un mouvement proche du pouvoir qui organise des manifestations au slogan sans équivoque. Les étrangers, ce sont surtout les Rohingyas, la bête noire du mouvement 969. Cette minorité musulmane de l'Est du pays est la première victime d'une poussée xénophobe sans précédent. Selon les Nations Unies, elle est l'ethnie la plus persécutée au monde. En 2012, des violences intercommunautaires mettent l'État d'Arakan à feu et à sang. Des dizaines de villages musulmans sont incendiés. Les émeutes font des centaines de morts chez les Rohingyas. Déchus de leur nationalité birmane, chassés de leurs terres, spoliés de leurs biens. Plus de 100 000 d'entre eux sont déplacés, parqués dans des camps. Ils y vivent toujours aujourd'hui. Étrangers, dans leur propre pays. Leur seul lien avec l'extérieur, c'est cette cabane de bambou, le café internet du camp. À longueur de journée, les femmes viennent aux nouvelles d'un mari, d'un fils, d'un cousin. Car les hommes prennent souvent les premiers la route de l'exil, vers la Thaïlande ou la Malaisie. Expert en télécommunications, le patron des lieux est l'homme à qui l'on confie sa vie. Un numéro de téléphone écrit à la hâte sur un morceau de papier. Il est rarement porteur de bonnes nouvelles. Allô ? Je vais vous envoyer $300. Que pouvez-vous faire pour mon mari ? Je ne sais pas à qui donner l'argent. Je vais vendre mes rations alimentaires. Au téléphone, un trafiquant.
Passez-moi mon mari, s'il vous plaît. Depuis qu'il a fui le pays en bateau, son mari est retenu en otage par ses passeurs, quelque part sur la frontière malaise. Je vous en prie. Je veux juste lui dire un mot. Je vous promets, je vous donnerai tout ce que j'ai. Je veux juste que vous libériez mon mari. Tout ce que j'ai collecté, tout ce que j'aurai vendu, tout mon argent sera pour vous. Je vous en prie, libérez mon mari. Sukina n'est pas un cas isolé. La plupart des Rohingyas qui choisissent l'exil finissent entre les mains de réseaux mafieux qui rackettent leur famille. Avant, quand j'appelais mon mari, il le frappait et il me le faisait écouter au téléphone. Ils m'ont dit que si je ne payais pas, ils allaient le tuer. Alors j'ai supplié qu'ils ne le tuent pas, que je leur donnerais tout ce que je possède. Ils m'ont dit de donner l'argent à un certain Abdirahman. Quand il aura été payé, mon mari pourra travailler pour lui et racheter sa liberté. Nous n'avons pas le droit de sortir d'ici. On vit comme des volailles, enfermées dans un poulailler. La jeune femme vit dans ce camp depuis bientôt 3 ans. Depuis que des émeutiers bouddhistes ont brûlé son village, Nazir, et massacré des centaines de Rohingyas. Elle élève seule ses 5 enfants. Avant les violences, on vivait les uns avec les autres, avec les bouddhistes. On travaillait, on s'amusait. Il n'y avait pas de problème entre nous. Il faudrait leur demander à eux, mais moi je ne sais pas si on pourra à nouveau vivre ensemble. Et vous? Vous vous considérez encore birmane? Mon mari est né en Birmanie. Moi aussi je suis née ici. Alors oui, nous sommes birmans. Sukina a beau être birmane, elle est Rohingya, de confession musulmane. Une étrangère aux yeux des nationalistes. De l'autre côté du pays, Mandalay, la deuxième ville de Birmanie. Tous les matins, ce sont les moines en procession qui réveillent bien avant l'aube la cité aux 1000 pagodes. Réputée calme et paisible, la capitale culturelle de Birmanie a elle aussi connu des violences interreligieuses. Attisée par une minorité de moines extrémistes, à la solde du Ben Laden birman. C'est depuis ce monastère que le religieux tient ses discours de haine envers les musulmans. Le moine nous reçoit dans la bibliothèque de la communauté. Venez, asseyez-vous. L'interview sera enregistrée par son service de communication. Il veut pas que j'utilise mon flash. Mon novice n'aime pas que je donne des interviews aux médias occidentaux. Parce que la plupart du temps, vous déformez mes propos. Il n'aime vraiment pas ça. Nous informons les gens grâce à Facebook. Et par exemple, je leur explique que partout où il y a des métèques, il y a des viols. La principale menace qui pèse sur nous, c'est que tous les musulmans se marient avec de nombreuses femmes et font beaucoup d'enfants. Tout simplement car ils veulent devenir la majorité en Birmanie. S'ils sont trop nombreux, ils deviendront comme l'État islamique. C'est pour cela que je dois protéger ce pays. Du côté du gouvernement, ils ont pris la bonne décision. Ils n'utilisent plus le mot Rohingya. Ils disent que ce sont des immigrants illégaux. Ils les ont mis dans des camps et ils seraient même prêts à les renvoyer dans un autre pays. Le gouvernement fait du bon travail et le peuple soutient le gouvernement. En plus d'être un patriote zélé à la solde du pouvoir, le moine fait la police à Mandalay et dans les environs. Plusieurs fois par semaine, il troque la robe safran pour celle du procureur
et reçoit dans son bureau de prétendues victimes de l'islam. Les murs sont tapissés de ses portraits. L'influence de l'abbé mégalomane repose aussi sur le culte de sa personnalité. Alors, vous êtes de quelle race? Je suis birmane. Je suis birmane. Cette femme bouddhiste est mariée à un musulman. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Que puis-je faire pour vous? Je suis là aujourd'hui parce que je veux divorcer. Divorcer officiellement. Et votre religion? Je suis toujours bouddhiste, mais mon mari essaye de me convertir. Votre mari vous laisse-t-il prier? Quand je prie Bouddha, mon mari n'est pas content. Au début du mariage, il ne m'a pas demandé de retirer les portraits de Bouddha à la maison, mais petit à petit, il a voulu que je les enlève et aujourd'hui, je n'ai même plus d'autel pour prier. Il me demande aussi de porter le voile, mais je ne le fais pas. Et sa mère? Est-ce que sa mère est une métèque? Oui. Vous connaissez le nom de famille de ces métèques? Le nom de sa mère est Diamimo. Vous pouvez répéter? Diamimo. Ah oui, c'est des métèques, ça. 5 minutes montre en main et l'enquête est bouclée. Le greffier a tout noté. Ouviratu peut désormais jouer de ses contacts. Il téléphone immédiatement à ses amis de la police. Je voudrais parler à un officier. Je vais vous envoyer 2 femmes. Oui, mon père. Je compte sur vous pour mener l'enquête, hein? Très bien, mon père. Et après ça, vous me ferez un rapport. Oui, mon père. Ok, parfait. C'est parfait. On va les envoyer au commissariat. Vous irez au poste de police près du monastère. Mais vous passerez d'abord au bureau du mouvement 969. Ils vous accompagneront. Au bureau de notre mouvement, ils vont enquêter sur ce cas, comme je l'ai fait moi-même à l'instant. On a un avocat, on fait des rapports pour ensuite les envoyer au tribunal. Si on ne s'occupe pas de ces petites affaires, ça peut devenir grave. Ça peut dégénérer en violence. Ces femmes ont trouvé chez Ouviratu bien plus qu'une oreille attentive. Elles iront sans doute grossir les rangs du mouvement 969. Le moine extrémiste assoit ainsi son emprise sur la société birmane, sans que personne ou presque n'y trouve à redire. En Birmanie, la religion est taboue. Critiquer publiquement un bonze peut conduire en prison. Cette femme en a fait l'amère expérience. Son mari est incarcéré depuis 6 mois pour s'être attaqué au plus célèbre des moines nationalistes. Très pieuse, So Sandar se rend chaque semaine à la Shwedagon, la grande pagode de Rangoon. Pourquoi vous venez ici ? Aujourd'hui, je suis là avec mon groupe de prière pour me recueillir. Comme tous les jeudis, je prie pour mon mari. Et pourquoi devez-vous prier pour lui ? Parce qu'il a été injustement accusé d'avoir blasphémé. C'est là, c'est son hôtel. Là, je rafraîchis le Bouddha du jeudi. C'est le jour de naissance de mon mari. En ce moment, la religion est une question très sensible. La plupart des gens n'osent pas en parler. Les propos de mon mari visaient à protéger le bouddhisme. Il craint que si l'extrémisme religieux et nationaliste continue à se développer, le véritable bouddhisme ne disparaisse, que tout ça ne finisse en violence. C'était justement son propos. Oh mon Dieu, mon mari te sert et te respecte. Il n'a jamais voulu insulter la religion. Il a simplement prononcé ce discours par crainte qu'on porte atteinte à Bouddha. C'est un vœu noble. Alors faites qu'il soit libéré, mon Dieu.
Faites que tous les prisonniers politiques comme lui soient bientôt libres. Bouddha n'a pas de nationalité. On vénère simplement ses enseignements. On honore ce Dieu en respectant sa parole. Tout ce qui compte, c'est l'amour du prochain. Le nationalisme n'a rien à voir avec le bouddhisme. Pour avoir rappelé cette évidence lors d'une réunion publique, son mari risque de passer des années en prison. Allez, on y va ? L'homme est incarcéré dans la maison d'arrêt de son village. Alors 1 à 2 fois par mois, Sosandar peut lui rendre visite. L'occasion de lui apporter de quoi améliorer son ordinaire de prisonnier. Tin Lin U, c'est cet homme, un intellectuel engagé en politique. Ah, tu es en retard, chérie. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vraiment compté les secondes avant de te retrouver. Vraiment compté chaque seconde. Il y a encore 6 mois, Tin Lin U était le porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. Merci les gars, c'est vraiment sympa de me faire prendre l'air. Ça fait 1 semaine que j'ai pas lu un journal. Dans ce pays, ça fait des siècles que des communautés, des ethnies, des religions différentes vivent ensemble en paix. Ça fait plus de 300 ans que c'est comme ça. Alors comment expliquer toutes ces tensions ? Pour moi, c'est évident. Ce sont tous ces discours de haine qui ont déclenché ces violences. C'est bon ? On peut y aller ? Le juge a donné son accord. Le prisonnier va passer une demi-heure en compagnie de ses proches. Il est conduit sous bonne escorte au commissariat et peut enfin savourer le repas préparé par sa femme. Menacé d'une lourde condamnation, Tin Lin U devrait se taire. Mais l'écrivain ne peut s'empêcher de transformer ce moment d'intimité en tribune politique. Dans ce pays, le gouvernement a toujours utilisé la religion comme une arme. Ils tentent des pièges en se servant du bouddhisme, des problèmes sociaux ou du droit de vote des étrangers. La religion est devenue un terrain miné. Il y a un certain moine, connu dans le monde entier. Vous voyez de qui je veux parler. Ce moine fait des discours qui vont à l'encontre des enseignements du Bouddha. La question est, pourquoi les politiques ne font rien contre lui ? La réponse est simple, ce moine est l'arme secrète du gouvernement. L'intellectuel persiste et signe. L'accusation est grave, elle pourrait lui coûter 4 ans de prison. Le moine Oviratu serait devenu intouchable. Pour tenter de comprendre en quoi le nationalisme religieux sert les intérêts du pouvoir, il faut se rendre à Naypyidaw, la capitale politique du pays. Fantasme sécuritaire de l'ancien dictateur et de son astrologue, la cité sortie de terre en quelques années a des allures de ville fantôme. C'est encore au Parlement que l'on trouve le plus d'activité. Civils et militaires vont bientôt y débattre du mariage interreligieux, comme du vote des étrangers. Des thèmes censés flatter le sentiment nationaliste et exclure un peu plus la minorité musulmane des Rohingyas. Sur cette question, Aung San Suu Kyi, la plus charismatique des députés birmanes, ne s'est encore jamais exprimée. Madame Suu Kyi, pensez-vous que les droits de l'homme sont respectés pour la minorité Rohingya ? Non, ne filmez pas. Non, vous ne pouvez pas filmer. Non. Le sujet est sensible. Le prix Nobel de la paix a vraisemblablement d'autres priorités pour l'instant. La seule personne qui accepte de dénoncer ce problème, c'est un député du parti au pouvoir. Que pensez-vous de la situation des Rohingyas dans ce pays, monsieur ? Ah là, je suis pressé, il faut que j'y aille. La question le met mal à l'aise, mais le touche de près. Lui-même est issu de cette minorité.
Je dirais simplement que les droits de l'homme ne sont pas respectés pour ces gens. Leur situation est très mauvaise. Le gouvernement devrait les laisser retourner chez eux, leur rendre leurs terres. Il devrait aussi leur rendre leur carte d'identité au plus vite. Car ces gens vivent ici depuis des siècles. Mais maintenant, on les traite d'étrangers, pour des raisons et des calculs politiques. Mais certains parlent de génocide. Vous êtes d'accord avec ce terme ? Non, je ne peux pas répondre à cette question. Sans commentaire. Depuis qu'ils sont rassemblés dans des camps, presque tous les Rohingyas ont été déchus de leur nationalité birmane. Le risque d'épuration ethnique est bien réel. Mais la question n'est toujours pas à l'ordre du jour de l'Assemblée. À la sortie de l'hémicycle, la dame semble bien plus disposée à répondre aux journalistes. Nous tentons à nouveau notre chance. Madame Suu Kyi, que pensez-vous de la situation des Rohingyas ? Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Madame Suu Kyi, que pensez-vous de la situation des Rohingyas dans ce pays ? C'est une question bien trop complexe pour y répondre comme ça, en passant. La chef de file de l'opposition ne répondra jamais à nos demandes d'interview. À quelques mois des élections législatives, son parti n'a toujours pas de position officielle quant à l'avenir des Rohingyas. Ceux qui en ont les moyens continuent à fuir. Par la mer. Il serait déjà 100 000 à avoir quitté le pays. Vous savez, on est comme en prison ici. On n'a plus de quoi nourrir nos mères, nos sœurs, nos filles. On a peur de partir, bien sûr. Mais le gouvernement est si cruel. Il est si cruel avec les Rohingyas, si cruel avec nous, les musulmans. Vous voyez là, c'est d'ici que les bateaux partent pour la Malaisie. C'est d'ici que je partirai, moi aussi, dès que j'aurai assez d'argent pour payer les passeurs et la police. À bord de l'un de ces bateaux, Nour Salam va lui aussi mettre sa vie entre les mains des trafiquants de clandestins. Comme 2 de ses enfants, il a choisi l'exil et s'apprête à fuir la Birmanie, son pays. Tous les vendredis de 18 à 20h, c'est Relâche. Avec Simon. Allez, le Triangle d'Or, la région légitimement associée au trafic de l'opium, de la drogue, la Thaïlande, le Laos et la Birmanie. Et contrairement au Triangle d'Or, Ifrane, El Hajb et Azrou, très belle région du Moyen Atlas au Maroc. Ce soir, notre voyage, c'était vers la Birmanie. Excellent reportage d'Arte où la minorité musulmane en Birmanie subit d'atroces souffrances. Déchus de leur nationalité birmane à cause de la bêtise humaine, des moines bouddhistes birmans qui traitent les musulmans de moins que rien. Les moines bouddhistes birmans ont perdu la raison, se comportant comme des sauvages contre les musulmans birmans. Honte à eux. Alors j'appelle tous les musulmans de la terre entière à dénoncer le massacre, le racisme et la xénophobie que subissent les Rohingyas en Birmanie. Allez, bonsoir, bon week-end, bonne semaine et à vendredi prochain. C'était Simon sur RQC. Bye bye, ma salama.
Dream